Pendant un mois, c'est Speed Théâtre qui t'emmène dans les coulisses du Festival Off d'Avignon. Salut Speed Radio, on se retrouve une nouvelle fois dans le cadre du Festival d'Avignon, cette fois-ci avec le comédien et metteur en scène Thomas Zuani, qui va nous présenter sa pièce Je ne suis pas un héros, qu'il joue tous les jours du 7 au 30 juillet, excepté les 11, 18 et 25, au Théâtre La Factory, 3 Chapelles des Antonins, à 17h25. Salut Thomas. Salut. Tout se passe bien ? Ouais, c'est super. Ouais. Bon, super, on rentre dans le Festival d'Avignon, c'est bon, ça a commencé, et toi justement, ça commence comment pour toi ? Ça commence sur les chapeaux de roue avec un premier spectacle, une première création, du nouveau, du tout nouveau pour moi, dans tous les points. Et c'est la première fois que je viens jouer au Festival d'Avignon avec un spectacle qui est très personnel et qui est du coup une réécriture du mythe d'Orphée. Je suis pas un héros. Est-ce que Orphée ça parle à tout le monde ou... Justement, donc ouais, je ne suis pas un héros, tu me parles de mythe d'Orphée, tu peux nous présenter plus la pièce, justement, tout son dénouement, enfin pas tout son dénouement bien évidemment, mais du coup la trame narrative, c'est vraiment de partir de ce mythe qui a été écrit il y a 2000 ans, donc ça fait un paquet d'années quoi, et qui existait avant même qu'il soit écrit, puisqu'avant c'était une tradition orale, on se transmettait les contes de bouche à oreille. Et là, du coup, Ovide, mythographe, il me semble que c'est comme ça qu'on dit, il a écrit, il a couché sur un papier l'histoire de cette personne qui est descendue là où personne ne va jamais, pour aller chercher sa bien-aimée, Eurydice, qui était morte, mordue au pied par un serpent. Voilà. Bon. C'est l'histoire de ce chanteur, parce que c'est un chanteur, Orphée, qui est frappé par la grâce d'Apollon, qui va aux enfers et qui est séduit, enfin qui fait ce que personne n'a jamais fait. Il séduit Hadès et Perséphone, il émeut Hadès et Perséphone, les gardiens et gardiennes du temple souterrain, grâce à sa voix. Et donc il a chanté pour retrouver sa bien-aimée. Et après, sur le chemin du retour, on ne sait pas pourquoi, il s'est retourné, peut-être victime de son impatience ou d'autres choses qu'on peut imaginer, un caillou tombé là sur la route, et il s'est retourné. Et moi en fait j'ai été frappé par toute cette histoire, de se dire mais qu'est-ce que ça veut dire en fait pour nous aujourd'hui dans notre société occidentale, qu'est-ce que ça veut dire de perdre quelqu'un et de se dire mais en fait je vais aller la chercher cette personne, je vais aller là où personne ne va. Et donc du coup moi j'ai fait une sorte d'analogie, de parallèle entre la voix d'Orphée et la voix d'un chanteur qui m'a toujours ému, qui m'a toujours bercé, enfin je sais pas, qui m'a toujours transcendé en tout cas par ses chansons, et notamment Daniel Balavoine. Du coup, pour moi, c'est cette incarnation de la voix d'Orphée, en tout cas quand j'essaye de voir un peu qui sont les voix d'or qu'on a connues dans notre génération ou les générations d'avant. Et donc voilà, donc du coup mon personnage c'est un chanteur fan des chansons de Daniel Balavoine qui a perdu son petit ami Louis et qui décide d'aller là où personne n'est jamais allé pour essayer de le ramener. Super, alors tu le dis, on reprend le mythe d'Orphée, un héros grec, et le titre c'est Je ne suis pas un héros. Pourquoi je ne suis pas un héros, alors qu'on reprend justement la place, le titre d'un héros? C'est ce que je tente de transmettre, en tout cas sans le dire au public, et aux spectateurs, et c'est de se dire qu'en fait c'est pas si héroïque que ça, que d'avoir ce courage d'accepter le deuil et de surmonter la perte de l'être aimé en fait. C'est pas forcément héroïque comme acte, mais c'est qu'est-ce que ça demande comme courage en fait, d'aller à l'intérieur de soi, au plus profond de ses enfers intimes en fait, ses enfers intérieurs, et d'affronter la peur d'être seul, la peur de ne plus être aimé ou de ne pas savoir aimer quelqu'un d'autre, la peur de se retrouver face au néant qu'est la perte de l'être aimé quoi. Alors tu nous dis, il y a la musique, bien évidemment c'est la reprise d'un mythe d'Orphée, donc on comprend bien ce lien avec la musique. Toi c'est Daniel Balavoine, c'est quoi cette rencontre que tu as avec lui? Pourquoi cet artiste-là qui te touche autant? Moi, Daniel Balavoine, j'écoutais ses chansons. D'ailleurs, je l'ai découvert grâce à Starmania, parce que j'adore les comédies musicales et je suis fan de théâtre musicaux. Et en fait, Starmania, c'était vraiment une comédie musicale que j'écoutais un peu caché chez moi, dans ma chambre. C'était mon petit secret à moi, quoi, que j'adorais. Et
du coup, j'ai découvert Balavoine grâce à ça. J'ai écouté ses chansons et puis quand j'allais pas bien, je trouve que c'est vraiment des chansons à texte qui racontent des choses, qui transmettent des idées sur la vie, sur le monde, qui sont très importantes, et qui pour moi ont toujours résonné en moi d'une façon que je saurais pas expliquer, mais voilà, du coup j'avais à cœur de transmettre aussi ça dans ce spectacle qui est encore une fois un spectacle où je mets beaucoup de moi qui est très personnel et où c'était un peu mes influences aussi, mes références voilà, là en tout cas c'était une voix en or, donc je me suis dit bon bah c'est Balavoine. Ça aurait pu être Freddie Mercury aussi ou Prince, mais bon. Ce fut Daniel. S'il y a une version en anglais, peut-être. Bon, super. Mais alors, élargissons un peu au thème de la musique. Alors, toi, tu chantes. Voilà, c'est un autre moyen de s'exprimer. Tu sais, on voit bien que dans ta pièce, tu abordes différents sujets. Il y a un vrai message, c'est un voyage, une quête très introspective. Comment la musique et le chant, ça permet justement de toucher le public là où les mots simplement ou le théâtre simple ne pourraient pas le toucher? Moi, justement, de l'endroit où je prends le théâtre, c'est vraiment un endroit de comédien. Donc je me considère pas comme chanteur justement, mais il y a cette double lecture dans le spectacle où en fait au moment où je me mets à chanter, il y a aussi cette chose de se dire qu'est-ce que ça veut dire de prendre la parole devant des gens, mais d'une façon différente, c'est-à-dire en chantant. C'est quand même une façon, je trouve, de se mettre à nu. Beaucoup plus que par les mots, parce qu'il y a cette musique, le chant qui rassemble, qui fait qu'on se retrouve en fait finalement au même endroit sans comprendre pourquoi, et il y a quelque chose qui se passe dans l'air quand quelqu'un chante. Je trouve que c'est souvent, moi en tout cas ça me fait cet effet-là de voir quelqu'un chanter. Je trouve que c'est un moment où il y a de la magie qui se passe, où il y a quelque chose d'autre que juste les mots, comme une connexion à un ailleurs qu'on ne saurait pas dire où, mais voilà, pour moi c'est ça que ça veut dire aussi, ce moment dans le spectacle où je me mets à chanter, mais aussi parce que c'est le moment où Orphée s'est mis à chanter devant les Perséphone et Hadès. Et voilà, il y a cette double lecture-là dans une forme un peu méta-théâtre et dans la narration fictive du mythe d'Orphée. On voit bien une pièce très riche. Alors, il y a une double mise en scène. Il y a Chloé Zuffray qui t'accompagne aussi dans la mise en scène. Si tu as dit, c'est une histoire qui était très personnelle. Comment on arrive à co-mettre en scène une pièce comme ça qui nous est aussi personnelle, partager des moments avec quelqu'un d'autre et arriver justement à s'exprimer là-dessus à travers une pièce? Faut d'abord, je pense, faire très confiance à la personne à qui on demande de commettre en scène, et c'était le cas puisque c'est une de mes meilleures amies que j'ai rencontrée au conservatoire quand on était tous les deux étudiants, et donc voilà, ça s'est vraiment fait de manière très naturelle. On a créé la compagnie ensemble avec aussi Camille Dordoigne qui est une autre amie avec laquelle on s'est rencontrés aussi quand on était étudiant. Et du coup en fait voilà, ça demande de s'abandonner complètement à l'autre et de se dire que la personne va être capable de saisir l'importance que ce spectacle a pour soi, et de s'y abandonner en se disant bon bah voilà, j'ai choisi la bonne personne et son regard sera le plus bienveillant et le plus sensible possible pour mettre en avant ce que j'ai envie de dire, quoi. Et on a l'impression que ça fonctionne, ce travail d'équipe. Donc tu m'as dit c'est ton premier Avignon où tu présentes ce spectacle-là, donc un public que tu découvres. Est-ce que tu vois, c'est une réception, tu arrives justement à toucher ce public et à travers ton histoire, tu sens que c'est un... Les gens ils sortent hyper émus, à chaque fois on me dit que c'est très émouvant, et en plus, on me dit que c'est une forme qui est particulière pour Avignon, parce que je cherche pas à faire de la performance, ou je cherche pas à avoir un jeu d'acteur très poussé, dans le tragique, dans les larmes. C'est vraiment un peu mon ADN de comédien, de la douceur et de l'émotion et de la sincérité, quoi. Vraiment, j'ai l'impression de pas tricher sur scène, et peut-être c'est en ça aussi que les gens sortent et arrivent à se retrouver. Et en même temps, c'est aussi ma volonté avec un mythe, que ce soit universel et que tout le monde puisse s'y retrouver.
et que voilà, peu importe notre histoire, en fait, il y a un moment où on va se dire ah oui, bah cette histoire d'amour, je la comprends, cette histoire de deuil, je m'y retrouve. Parce que ça parle de la vie aussi, quoi. Alors c'est un voyage, on aborde plusieurs thèmes, le deuil, l'acceptation, mais alors, au premier abord on a l'impression d'avoir un registre tragique. Est-ce que tu abordes d'autres registres pour nous faire voyager dans les sentiments, les émotions ? C'est aussi un spectacle drôle, comique, qui commence sur une note absurde, quoi, complètement, où on se demande où est-ce qu'on est. C'est un discours d'enterrement qui rate complètement. C'est-à-dire que vraiment, il prend la parole, il se rend compte qu'en fait, il n'a pas écrit le discours en anglais alors qu'il s'adresse à une famille anglaise, parce que le personnage, du coup, je me raconte qu'il est anglais. Il sort son discours de sa poche, le discours se déchire, il essaie de le poser sur un pupitre qui se casse la gueule, enfin voilà, rien ne va, et ça je trouve que du coup c'est un contre-pied aussi au mythe qui est plutôt triste et tragique, et donc en fait c'est aussi comme ça qu'on travaille dans ma compagnie avec Camille et Chloé, justement, c'est de raconter des histoires en prenant le contre-pied de ce qui est joué, enfin de jouer le contre-pied de ce qui est dit plutôt, enfin je sais pas si ça se comprend comme ça, mais voilà, l'idée c'est de pas faire du pléonasme en prenant une histoire triste et en la jouant triste. Bon, on se dit, on va faire le pari de raconter l'inverse pour ensuite que l'histoire vraiment frappe au moment où on s'y attend le moins, quoi. Alors, un voyage plein d'émotions et de sentiments. Est-ce que tu as des réseaux sociaux où on pourrait justement en savoir davantage ? J'ai créé une page Instagram pour ce spectacle, justement, en me disant que ça pouvait... je raconte un peu l'historique, donc j'essaie de l'alimenter pendant le festival. C'est un peu dur de tout faire, mais il y a une base où voilà, je raconte d'où l'idée m'est venue, quelles ont été les étapes de création, et voilà. Sur Instagram, c'est je.ne.suis.pas.1.héros. Et sinon, après, on a chacun notre page Instagram où on peut voir aussi notre univers. Voilà. D'accord, super, merci beaucoup Thomas Zuani. Je le répète, donc tous les jours du 7 au 30 juillet, excepté les 11, 18 et 25, au théâtre La Factory 3 Chapelle des Antonins, à 17h25. Je ne suis pas un héros. Merci beaucoup. Merci. Du mix et du théâtre, c'est Speed Radio. Découvrez toutes les émissions et podcasts sur le www.speed-radio.com.